Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme Microsoft.net. Mon nom est Mario Cardinal. Je suis accompagné de Guy Barrette. Hey, salut Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça commence un peu à sentir le printemps. Hey, j'ai-tu hâte parce que moi, mon maudit rhume que je traîne depuis 3 semaines. Hey, je suis tanné. T-A-N-E et Mais là, accent aigu, est-ce qu'on doit W-Z-K. Je suis tanné! Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a un lien de cause à effet entre le printemps qui arrive et le rhume? Et le rhume. En tout cas, Pas plus forcément. de soleil, plus chaud, ça devrait être... le là- rhume devrait avoir peur. Faut pas rêver, là. Ça fond un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Ah, Je pense t'es encore qu'on a en mars, là. encore un bon bout de temps à subir les affres de la neige qui nous est tombée. Ouais, oui. Plusieurs mètres cette année. Hey Mario, on enregistre où? Oh, OK. Ben oui, le Centre de recherche informatique de Montréal. On les remercie de nous passer gracieusement la salle pour enregistrer. Oui. Notre invité, Éric de Carufel. Salut, Éric. Bonjour. Salut. Je prends la peine de t'inviter parce que la semaine dernière, on s'est mis à parler avec notre invité, mais on avait oublié de nommer son nom. T'es pas sérieux? Ouais, ça a pris comme 5 minutes avant qu'on se rende compte qu'on l'avait pas présenté. Aïe, 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 aïe. Guy, je pense que tu t'amuses beaucoup avec WCF, Oh oui. Link. Je suis en extase, là. Je suis en plein... je nage dans WCF et dans Link. Et puis, je veux dire que je m'amuse fortement. Des petites surprises, tout ça, là, des petits ajustements, mais règle générale, là, j'adore ces deux technologies-là. Là. Moi, je continue à m'amuser à faire plus de projets, des projets BI à la caisse. Mes projets vont bien. Succès. C'est Bon, on dit important. de notre succès, parce que quand on réussit avec succès quelque chose, on veut souvent nous réoffrir le même genre de challenge. Dans ma vie, moi, j'aime faire les choses une fois, 2 fois, mais pas trop souvent. Donc, je cherche des nouveaux défis. Mais pour l'instant, en tout cas, jusqu'à la fin de l'été, on continue à s'amuser à faire du BI. Éric? Oui. La formule de l'émission est toujours la même. On commence par présenter brièvement la biographie de notre invité. Ensuite, on fait le pont, petite pause, on revient avec le sujet à proprement parler. Aujourd'hui, notre sujet, c'est Volta. Volta qui probablement pour beaucoup de nos auditeurs veut rien dire. Hey, moi, je suis vraiment intéressé parce que, regarde, c'est une des rares fois où je ne connais absolument rien de la technologie là qu'on va discuter ce soir. Je sais que Mario, tu m'as envoyé un courriel il y a à peu près un mois et demi là avec explication. J'ai même pas eu le temps de le regarder. Mais je suis vraiment intéressé à ce que tu vas nous parler, Eric, sur Volta. C'est ça. Donc, on va essayer d'éclaircir tout ce qui touche Volta. Puis le situer aussi dans le contexte des projets de recherche que Microsoft fait. Parce que c'est pas une technologie disponible qu'on peut se procurer. C'est encore un projet de recherche chez Microsoft. Éric, tu travailles chez CGI, conseiller. Oui. Puis un peu plus d'1 an maintenant. Ouais, bientôt 1 an, en fait. Puis t'es pas un petit nouveau. En informatique à Montréal, ça fait quoi? Presque 15 ans là, que tu traînes ta bosse de firme de consultation en firme de consultation. Ouais, j'ai pas fait le saut encore de devenir autonome parce que pour des raisons familiales, mais je m'amuse bien dans la consultation, donc oui. De toute façon, je vois, il y a pas tant de différence que ça, travailler pour une grosse firme de consultation autonome. Si ce n'est qu'il faut s'occuper de notre gestion, de nos finances, en tout cas différent, ben, il y a quelques petites différences, mais quand même. Sans que tu n'as pas à courir pour te faire payer. Ouais, c'est un gros avantage. Ouais. C'est une sécurité de plus, mettons. Sécurité, ouais. Puis, écoute, nous on te connaît. Moi, la première journée que je suis arrivé pour m'impliquer dans le groupe utilisateur Visual Studio à Montréal, je me souviens que tu étais parmi les gens présents. Ça fait déjà quoi, 5 ans presque? Toi, ça doit faire plus que plusieurs Ouais, ça années. doit faire au moins plus que 5 ans, c'est sûr que je suis... Un assidu, comme on dit. Ouais. Ouais. Puis, tu as participé longtemps comme collaborateur à Universal Thread.
quelqu'un qui, en tout cas, qui aime aussi s'impliquer, qui est pas juste spectateur, mais qui aime embarquer dans la parade. J'aime apprendre la technologie puis j'aime la partager, donc c'est mon intérêt. Là. C'est pas ta première émission. On a déjà fait avec toi une émission sur Code Smith, une émission qui avait été fort appréciée des commentaires des auditeurs. Même des commentaires de France, si je me rappelle bien à ce moment-là. Oui, tout à fait. Puis pour nous, c'était comme les premières fois que notre podcast, en tout cas, on avait la confirmation que notre podcast n'était pas juste écouté au Québec ou en tout cas en Amérique du Nord, mais en Europe. Et maintenant, on se rend compte, je voudrais faire un petit décompte, mais je serais pas surpris qu'on soit écouté dans à peu près tous les continents. Hey, ça serait le fun que les gens qui nous écoutent dans des pays autres que, par exemple, le Canada, la France ou la Belgique nous envoient un petit courriel. Ben ouais, on pourrait revenir, on va dire on est rendu à, je sais pas, 30 pays, 4 continents. Non, ça serait vraiment le fun, gênez-vous pas. Juste une petite anecdote en passant par rapport aux pays et aux continents. L'équipe dans laquelle je travaille en ce moment chez CGI, on travaille pour la Deutsche Bank, un bureau de New York. On est 70 employés dans l'équipe, dont 23 nationalités différentes. Wow. Ah. C'est ça la réalité. Ça c'est du moderne. multiculturalisme, oui, ça oui. Puis j'imagine pas tous situés au même endroit. Oui, on travaille tous dans la cité du multimédia à Montréal ici. OK. Dans nos bureaux, on a 70 employés de 23 origines différentes. Donc, wow. C'est tout un éventail. C'est la langue commune est l'anglais plus souvent qu'autrement, mais c'est pas la langue maternelle de beaucoup de monde, mettons. Ouais. Tout à fait. La réalité à Montréal. Ah oui. Donc, écoute, on fait le pont, puis on va revenir parler de Volta. Éric, le projet Volta, qui fait partie du projet de recherche Tesla, puis pour ceux qui ont fait... moi, j'ai commencé ma carrière d'ingénieur à étudier en génie électrique avant de déplacer en génie informatique. Tesla, Volta, il semble avoir comme un lien. Ouais, un lien tout en rapport avec l'électricité, on dirait. Hein, oui, parce que c'est tout des... Ça électrifie le monde. Mais je suis pas sûr que c'est vraiment ça le fondement de ce projet-là. Donc, dans tes mots, comment tu décrirais la vue à 30 000 pieds d'altitude? Quel problème Microsoft cherche à résoudre? En fait, Volta, c'est une réponse attendue depuis longtemps pour le développement d'applications distribuées. Puis quand on entend distribuer, on n'entend pas juste distribuer à à travers différentes machines ou différentes couches, mettons à différents endroits, différents emplacements physiques, en différents emplacements logiques aussi, sur la même machine. Ça peut être sur différents langages. Donc, la distribution de l'application se limite plus juste à d'une machine à l'autre ou d'un process à l'autre. On peut distribuer aussi à travers différents langages, puis Volta apporte des solutions assez intéressantes à ce niveau-là. Puis l'idée, c'est comme de retarder au maximum la prise de décision où on va distribuer les bouts de code. Oui. Volta, en fait, permet de développer une application comme s'il s'agissait d'une application monolithique, un seul bloc de code, on développe tout ensemble, puis on peut décider plus tard de la distribution des différents tiers. Donc, grosso modo, c'est le modèle, c'est qu'on l'abstraction qu'on donne, c'est programme comme si tu serais local sur ta machine, teste tes choses, des bugs. Quand tu es sûr que ça marche, nous, on te fournit des petits robots, si je peux prendre ce terme-là, qui vont te permettre de découper l'application et de la redéployer en mode distribué. Oui, c'est ça. En fait, Volta est dirigé comme par il y a trois grands principes que Volta fonctionne, en fait. Le premier principe, c'est le réusinage, le refactoring. Donc, c'est la façon de convertir une application simple tiers en multitiers, en fait. Okay. Ça, c'est un des principes. L'autre, c'est ce qu'ils appellent, eux, le retargeting, que j'ai traduit en reciblage. En fait, c'est une façon de utiliser le langage à ta disponibilité sur la plateforme de destination de chacun des tiers. Donc, chaque tiers a un langage différent. Donc, ce que tu viens de dire, c'est un point important, c'est que, mettons que toi, on programme pour la plateforme .NET originalement, le mode monolithique, tu programmes comme si tu serais sur une plateforme .NET. Donc, tu prends ton langage de choix, que ce soit Visual Basic, C#, et tu programmes tout dans ce langage-là. Oui, parce que Volta travaille, faut le mentionner, Volta travaille pas sur le langage d'origine sur lequel l'application est développée, il travaille sur le IL. Donc, à partir du fait que tous les langages .NET sont compilés à un moment donné en IL, Volta est capable de prendre le IL et puis littéralement recompiler le IL dans un nouveau langage qui peut être JavaScript, qui peut être un autre
une autre compilation .NET dans un autre IL. Ça peut être on peut avoir du IL vers JavaScript, du IL vers du IL, ou éventuellement du IL vers n'importe quel autre langage. Ça peut être du XNA, WinForm, des HTML. Même à la limite, ça pourrait être même du SQL qui roulerait directement sur une base de données. Donc, nous, quand on a testé notre application, on l'avait programmé monolithique, tout compilé en IL. On sait que ça marche. Et le reciblage va prendre ce bout de code-là et, par exemple, si on veut le déployer en web dans un navigateur qui, lui, s'attend à exécuter du JavaScript, lui va tout traduire ça, recibler ça pour créer du code JavaScript. Exact. Ouais. Ça, c'est le scénario le plus usuel. En tout cas, Et là, entre du JavaScript et du .NET, du C# ou du VB, il y a une marge, là. Comment qu'ils réussissent à faire ça? Il y a plusieurs pitfalls que les développeurs de ça ont dû éviter. C'est pas le même langage, mais c'est deux langages qui sont orientés sur une structure plus ou moins objet. Donc, on est quand même pas trop loin. Là, c'est sûr qu'on parle pas de compiler en SQL, mais en JavaScript, on est capable de construire des objets avec les principes de JSON, donc la façon de créer les objets avec cette librairie-là. C'est d'ailleurs le package qu'ils utilisent pour ça. Ils ont plusieurs anecdotes qui ont été rapportées là-dessus, entre autres le IL. Je sais pas si vous avez déjà tout ouvert un code IL. Dans le IL, si on compile moindrement, on regarde là-dedans, il y a des goto. Dans du IL, on va se ramasser avec du goto, même si tu n'en as pas codé dans ton application. Dès que tu fais un switch dans une application .NET, ça va se traduire par un goto dans du IL. Ben, c'est la structure du langage intermédiaire. Oui, parce que le langage intermédiaire est pas structuré comme le langage structuré qu'on utilise, donc il y a des goto. Et quand tu travailles sur le IL, il doit être capable de reproduire le goto dans un langage qui n'a pas de goto comme JavaScript. JavaScript, on s'entend, il n'y a aucune façon de faire des goto, c'est uniquement des boucles. Des boucles. Donc, ce que l'équipe de Volta ont dû faire pour simuler le goto, c'est carrément revenir à la base d'un langage avec des goto, avec des pointeurs d'instruction et tout ça. Donc, ils ont simulé un espèce de variable interne qui conserve le pointeur d'instruction et puis ils ont encapsulé un switch dans une boucle. Donc, tu as une boucle infinie qui est juste un do-while. Et puis, à l'intérieur duquel tu as un switch pour chacune des instructions que tu veux qui s'exécutent. Puis, à la fin de chaque bloc de ton switch, tu as le pointeur d'instruction égale 2, 3 ou 4. Donc, tu es capable de faire des goto à l'intérieur d'un code JavaScript de cette façon-là. Donc, on s'entend. Quand il recible, c'est pas pour générer du beau code qui serait lisible par un programmeur. C'est juste du code. Un peu comme un compilateur frais, mais qui dans ce cas-là, c'est du JavaScript, mais c'est pour consommation par le navigateur, mais surtout pas pour être lu et compris par un être humain. Non, d'ailleurs, même, c'est possible d'aller voir le code source qui est généré en JavaScript. Il y a deux modes dans lesquels tu peux, avec le package Volcode, dans lequel tu peux générer ton code JavaScript. Un mode qui appelle semi-lisible et l'autre qui est carrément optimisé ou c'est à peu près illisible à l'être humain. Donc, le mode semi-lisible, tu es quand même capable de reconnaître certains noms de fonctions et méthodes puis tout ça. L'autre mode, c'est un mode compressé, un peu comme de l'obfuscation de code, en fait, qui fait que tu as juste des ABC puis des accolades, des parenthèses, donc c'est illisible. Puis, l'idée aussi étant que tu veux réduire ça au minimum parce que ça doit être transporté sur le fil entre le serveur et les navigateurs. Puis si tu as des milliers de lignes de code JavaScript, ça peut devenir lourd à un certain niveau. Il y a des défis énormes, là. C'est-à-dire que mon code .NET que je vais faire sur un VB en C#, il va falloir que limite là que je fasse pas des choses. Par exemple, je peux pas accéder aux objets ADO.NET parce que JavaScript il connaît pas ça des objets .NET. Je peux pas répondre pour ADO.NET, mais il y a beaucoup de choses. En fait, le Volta a développé une espèce de librairie de classe qui imite à peu près les mêmes fonctionnalités que du JavaScript, mais dans un code .NET. Donc, en joignant les assemblies qui supportent ces classes-là, donc on peut écrire des choses dans du .NET du genre window.alert. Quelque chose qu'on écrirait dans du JavaScript, on peut l'écrire dans du .NET une fois qu'on a linké la librairie. Donc, en mode .NET, ça se compile comme du C#, comme du VBScript, comme du VB.NET plutôt. Puis, du côté du browser, ça va être rendu comme un vrai window alert JavaScript. Sauf que on développe notre code en conséquence, en sachant que on va utiliser Volta par la suite pour faire la séparation. Là. Le développement d'une application Volta part de la création d'un projet de type Volta.
Donc, Ok. t'as des nouveaux projets qui ont été inclus, qui ont développé pour créer un projet Volta. Donc, il y a plusieurs assemblées de librairies qui sont liées à ça. Ça, c'est important, là. Je peux pas prendre juste mon projet, là, C# ou VB, là, que j'ai fait de façon monolithique, là, puis dire, OK, je passe dans la moulinette Volta Mais et puis je Pas, sépare pas, les pas différentes nativement couches. comme ça. C'est possible de le convertir jusqu'à un certain point en probablement l'important les classes puis les fichiers dans un projet Volta, mais le projet Volta, il y a plus que juste les librairies de classe, il y a un compilateur qui vient avec ça. OK. En fait, c'est une compilation en deux phases. La première compilation, c'est la compilation standard .NET qui compile en IL. Puis en arrière de la couverture, il y a comme une autre compilation qui compile le IL dans le langage target de ton choix, du choix de la plateforme où c'est C'est ça, déployé. parce que t'as dit qu'il y avait trois grands blocs. Donc, un premier bloc où tu vas définir ce que j'ai construit monolithiquement, je veux maintenant le recibler pour un multitiers. C'est le factoring, ouais, c'est Après ça, tu as ton reciblage. Et le troisième, ça serait... C'est l'adaptation, en fait. C'est là qu'il va adapter le code, en fait, pour la plateforme. Là, celui-là, c'est un bout où il est capable de faire une abstraction du furteur sur lequel ça va rouler, juste par des décisions, comme on le faisait traditionnellement tu sais, les fameux, je me rappelle même plus de la syntaxe, mais pour déterminer si on est dans le browser Firefox ou IA, il y a des, ça c'est l'adaptation. Donc, le code va s'adapter parce qu'il y a des limitations différentes en fonction des navigateurs. Okay. Volta a choisi d'utiliser un subset de fonctionnalités assez communes à tous les navigateurs, ce qui permet de fonctionner autant Firefox, IA. Je suis pas sûr qu'ils supportent pleinement Safari et Opera et tout ça, mais je veux dire, ça s'en vient. Je pense que c'est juste une question de temps. Mais là, la grande innovation à la base, c'est qu'aujourd'hui, si je veux créer un projet avec Visual Studio 2008 ou Visual Studio 2005, la décision que je dois prendre, c'est une décision de déploiement. C'est-à-dire, est-ce que je crée une DLL, donc Windows, ou est-ce que je crée un site web? Est-ce que je crée une application Windows, une application console? Donc, la première décision, elle est très liée à ma stratégie de déploiement. Et comme tu dis maintenant, c'est ça qu'on ferait avec Volta, c'est qu'on fait un projet Volta. On décide pas pantoute encore comment on va déployer et c'est plus tard dans le processus que là, on va faire ce choix-là. Donc, ça change complètement le paradigme de concevoir des applications. Ouais. Actuellement, et les add-ins qu'il y a pour Visual Studio te permettent de créer un projet de type web ou un projet de type WinForm de base et un projet en fait, il y a deux autres types de projets, le projet Class Library puis le projet Control. Mm-hmm. Donc, c'est 4 types de projets qu'on peut faire avec Volta. C'est sûr que à un moment donné, il faut que tu développes un UI. Donc, le UI, il faut falloir que tu le développes sur une plateforme web ou Windows. Donc, celui-là, tu n'as pas le choix de choisir un projet ciblé pour celui-là. Mais l'avantage, c'est que ils ont beaucoup diminué les différences entre la façon de développer un projet Windows et un projet web. Je m'explique, c'est que actuellement, quand on développe un projet WinForm, ce que tu rouvres, tu as un fichier form.cs qui est ton code, puis derrière, tu as une espèce de form designer qui te permet de dessiner ta forme. Donc, tandis que quand tu faisais un projet web, actuellement, tu as une page ASPX dans laquelle tu mets du code en arrière. Ouais. C'est un peu l'inverse. Ce qu'ils ont fait Volta, c'est ils sont revenus au même principe que le WinForm. Si tu fais un projet web avec Volta, tu vas te ramasser avec un projet qui va être page.cs. OK. Puis derrière, tu vas avoir un fichier HTML qui va contenir le layout de ta forme. Actuellement, il n'y a pas de designer qui existe. Éventuellement, il va sûrement en avoir un. Actuellement, on utilise le designer HTML standard, puis on utilise des contrôles HTML standard. Éventuellement, ils vont sûrement générer le code de style page.designer.cs comme en fait en WinForm. Mais l'idée, c'est que on se ramasse avec la même structure de code dans une application web que WinForm. Puis c'est qu'on va dire mon page.cs, je veux que ça soit par exemple une vraie application WinForm. Puis là, lui, il va savoir comment générer le... En fait, comme je dis, quand tu arrives au niveau de définir le UI, dessiner le UI, on n'a pas le choix encore, il y a encore une différence entre les deux. Au niveau du Class Library, par exemple, si tu fais un projet de type Class Library Volta, là, tu restes au niveau serveur. En fait, au niveau serveur, on s'entend. Puis, tu peux qu'encore là décider de splitter ton serveur en plusieurs tiers aussi. Donc, tu peux avoir une partie qui va s'occuper uniquement de la couche façade de communication, une autre qui va s'occuper de l'accès aux données, une autre va s'occuper de l'engine qui roule pour aller chercher des données météo sur une machine très spécifique parce qu'elle a les sensors pour. Donc, tu peux encore décider au niveau serveur de redistribuer la couche business en arrière. Mais l'application front-end, t'as pas le choix de décider de quel UI on parle là, un peu. Okay, donc, on s'entend que c'est une approche qui serait très bonne pour tout ce qui est
en dessous ou en arrière de ta présentation. Mais l'idée, c'est que en fait, moi-même, parce que j'ai expérimenté un peu avec le principe de comment on peut dessiner une classe business qui peut être utilisée facilement par le UI web et le UI WinForm. Puis j'ai quand même trouvé une façon assez, je dirais, c'est comme une façon de faire un wrapper. En fait, c'est que tu fais juste déléguer toute l'exécution à une classe qui, elle, va être distribuée sur le tiers de ton choix. Mais l'avantage, c'est que tu décides du tiers après coup. En fait, quand tu développes sur ton seul tiers que tu as, ton poste de développement. Puis au déploiement, tu peux décider de mettre les parties sur différents serveurs ou sur différents process, même sur la même machine. OK. Mais quand tu décides de distribuer, il faut que tu sois conscient que dès que tu mets ça sur un autre tiers, tu as le réseau entre les deux, le réseau n'est pas vite, on n'est pas dans l'ordre des nanosecondes, on tombe dans l'ordre des microsecondes. Donc ça surtout le défi du fait que dans une application distribuée, il faut quand même que tu sois conscient que tu dois minimiser l'information que tu transfères. Oui. Volta n'a pas ce but-là. Non, Volta va pas comme changer la façon dont on va penser une application distribuée. Il va pas. En fait, il faut encore faire de l'ingénierie pour se demander comment on va finalement distribuer cette application-là, puis qu'est-ce qu'on va distribuer où, et puis ça va être quoi, qu'est-ce qu'on va communiquer entre les tiers. Ça change pas l'architecture qu'on doit faire. Sauf que ça cache toute la plomberie derrière le mécanique de communication. Actuellement, c'est fait sous forme de port TCP avec mon espèce de remoting, mais c'est caché. Mais l'idée, c'est que peu importe la communication qui va être en arrière-plan, il va en avoir une, mais on en fait abstraction au développement. Donc, le développeur a pu à choisir est-ce que je vais utiliser du remoting, un message queue, est-ce que je vais utiliser un web service, donc toute cette couche-là est abstraite pour le développeur. Ce qu'il dit, c'est que j'appelle une méthode d'une classe qui pour moi semble locale, puis elle l'est en fait quand tu développes en local. En fait, Volta a deux modes. En fait, la première fois que tu développes une application, quand tu es en mode debug, le mode debug roule entièrement en .NET. Même si tu développes une application WebForm, l'application web, le code qui normalement roulerait dans JavaScript, en debug, il va rouler vraiment en .NET. Donc, il implémente un runtime .NET, tout va rouler en .NET. C'est seulement au moment du release que le reciblage va se faire puis va distribuer ton application sur les tiers avec les bons langages. Donc, actuellement, on voit un hit de performance entre la version debug et la version release. La version release, bizarrement, est moins performante que la version debug parce que elle roule vraiment dans le langage JavaScript. Fait qu'il y a une petite pour puis ça. En plus, c'est distribué, puis que ton réseau, ça donne à être très lent entre les deux, ben tu vas avoir un coup de performance. Oui, effectivement, c'est ça. Puis j'imagine la problématique, entre autres, une des problématiques quand on fait une application, c'est de minimiser l'information qu'on va chercher, par exemple, dans une base de données. Tu vas pas chercher 100 000 rangées, par exemple, tu essaies de te limiter en bas de 1000 rangées, puis d'utiliser du paging, des techniques comme ça, parce que on sait que, par exemple, une bonne pratique, c'est qu'on sait que dès que tu dépasses plus que 1000 rangées d'informations, ta performance décroît très rapidement. Donc, tu vas aller chercher, mais t'as intérêt à pas aller chercher juste une rangée à la fois, parce que là, c'est absurde, t'es toujours en train de faire des hits sur le réseau. Tu vas aller en chercher, par exemple, 500 ou 1000, puis là, tu vas pager localement, puis quand tu vas aller rechercher d'autres, tu vas aller chercher un autre paquet de 1000. Ces techniques-là restent encore à notre challenge à nous à implanter. Volta solutionne pas effectivement, la technique reste à implémenter. Sauf qu'actuellement, souvent, on va le faire quand même. Disons, on développe une application web aujourd'hui. On va faire une sorte de paging. Même si on dit qu'on roule juste sur une même machine, on va le faire le paging. Sauf que tu fais ton paging, tu vas le faire probablement dans une classe, c'est une méthode qui va te retourner ton data paginé. Mm-hmm. L'avantage de Volta, c'est que une fois que tu t'as réalisé que c'est ça la classe qui fait ta pagination, tout ce que tu as à faire, puis Volta, on simplifie ça en rajoutant des options de menu, mais en fait, tout ce que tu as à faire, c'est que tu rajoutes un attribut sur la classe qui dit run at origin. Donc, à partir de ce moment-là, cette classe-là va rouler à l'origine. Donc, pour un serveur web, l'origine, c'est son serveur qui distribue sa page web. Donc, okay. La méthode qui pagine ta page web est déjà là, est déjà fonctionnelle. Tu la testes en mode local, ça fonctionne bien. Puis là, tu dis, ben ça, moi, je veux plus l'avoir dans mon client, je veux plus l'avoir du côté client, je veux l'avoir du côté serveur, je veux qu'il me retourne juste les lignes. Tout mon propos, c'est que si t'es un programmeur un peu novice, ou en tout cas qui manque un peu d'expérience, qui lui fait des requêtes genre étoile, puis avec sa petite base de données avec 200 rangées, puis là tout va bien, mais là il met ça sur une vraie BD de production où il y a
1 million de rangées, puis là, il fait sa requête. C'est pas parce que, tu sais, dès qu'il va distribuer ça, puis il va y avoir un hit de performance, ce sera pas juste dû au fait qu'on repositionne vers JavaScript ou un hit de performance parce que ce qui est en train d'implémenter. C'est les mêmes problématiques qu'on vit dans toutes nos applications, là. Tout à fait. Ça change pas parce qu'on utilise Volta, là. Ouais, puis de toute façon, même si tu es en local, loader 1 million de lignes dans une page web, je pense que tu vas avoir un hit de performance même en mode local. Tu vas t'en rendre compte. Mais en tout cas, mon propos, c'est juste de dire, de définir que la vision et le but de Volta n'est pas de simplifier toute cette problématique-là que les développeurs doivent adresser aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus simplifier la problématique de déploiement multitiers, qui est aussi une problématique non négligeable, mais il faut pas mélanger des pommes avec des oranges, par exemple. Non, effectivement, c'est ça. Volta simplifie seulement la mécanique de communication entre les tiers et puis la perspective du développeur quand il développe son application, lui, il peut le développer de façon à ce que ce soit une communication entièrement locale, en fait. La communication, est-ce que se fait avec WCF? Non, pas dans Volta. Actuellement, je pourrais dire que c'est une forme de remoting, j'ai l'impression. En fait, comment ça se passe? Une fois qu'on compile une application en mode release avec Volta, comme je disais, il recompile l'application. Puis ce qu'il fait physiquement, il prend le IL, et puis il compile, il crée, en fait, dans le sous-répertoire bin release, il crée 2 sous-répertoires. Un répertoire pour le client, un répertoire pour le serveur. Le serveur, en fait, il compile une DLL qui contient exactement le code qu'on a écrit, plus du code de plus alentour pour toute la question de la couche de communication, donc les proxys de communication. Il fait la même chose du côté client, sauf que du côté client, le code se ressemble un petit peu moins parce que toutes nos méthodes qu'on a codées puis qu'on a décidé qu'on déployait côté client, en fait, il se résume à une ligne, c'est appelé la méthode du proxy. OK. Fait que quand tu regardes le code, c'est spécial parce que tu vois les mêmes signatures de méthodes, tout est pareil, sauf le contenu des méthodes a changé. Puis on peut vraiment voir avec, si on utilise Reflector pour regarder le contenu du code, on voit vraiment là, le travail que Volta a fait derrière. La DLL du côté serveur actuellement est hostée par un espèce de serveur Volta qui ont développé. C'est un espèce de petit engine qui est développé. On peut même voir avec cet engine-là les requests qui passent. Donc tu actives un logging puis tu peux voir toutes les fois où les requêtes. Puis tu vois que justement, c'est là qu'on voit, on peut diagnostiquer justement les hits de performance puis la communication là. Mais pour la performance, il y a plus que ça. Volta ont même il y a tout un système de profiling aussi qui permet de vérifier toute qu'est-ce qui communique entre les tiers en fait. C'est parce que ce que je comprends, c'est que à la base, le projet Volta est inclus dans un projet plus vaste qui s'appelle Tesla. C'est quoi la mission et la volonté du projet Tesla de l'équipe de recherche chez Microsoft? C'est de trouver les bonnes techniques pour être capable de distribuer une application sur plusieurs processeurs. Essentiellement, c'est tout. Puis une de ces parties-là, si tu es capable de distribuer sur plusieurs processeurs, c'est comment je pourrais simplifier la communication entre les process qui roulent sur chacun des processeurs. Donc, ce projet de recherche-là existe depuis longtemps. Moi, ma compréhension, puis c'est pour ça qu'il a probablement pas optimisé pour aller chercher les technologies actuelles comme WCF, c'est qu'il y a eu une annonce dans la dernière année par Google une technologie un peu similaire qui s'appelait Google Web Toolkit. Puis, moi, je pense que les gens de Microsoft se sont rendus compte que à peu de modifications, en très peu d'efforts, ils pouvaient aussi montrer à la communauté qu'ils ont quelque chose de comparable à Google Web Toolkit en prenant le projet Volta et en montrant qu'ils étaient capables de distribuer sur plusieurs machines. Mais à l'origine, le but, c'est de distribuer sur plusieurs processeurs. C'est juste que là, on a étendu l'envergure en disant, hey, ça peut faire la même chose que Web Toolkit. Mais originalement, c'était plus pour être capable de trouver une bonne technique pour distribuer on se le cache pas, là, dans peu de temps, on va avoir 16 processeurs, 32, 64 processeurs sur nos machines. Et ça va être la même problématique. Comment je distribue le travail pour qu'il soit exécuté par 64 processeurs, même si c'est sur le même serveur? Ben, il va falloir que j'aille des techniques où est-ce que ça se fasse automatique pour moi, parce que là, moi, je serais pas capable de commencer comme architecte à tout définir ça. Et là, des approches comme Volta vont être très intéressantes. Oui, elles vont être intéressantes, puis surtout que la simplicité vient du fait que pratiquement tout se passe par l'ajout d'attributs dans le code .NET. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de simplifier la perspective du développeur pour
si on veut bénéficier de ces nouvelles innovations-là, des processeurs puis tout ça, puis la communication. Donc, Puis je suis sûr que dans les premiers projets de recherche, ils devaient utiliser plus des techniques comme peut-être des namepipes, ou en tout cas des choses qui sont très in process, ou en tout cas proches du OS, plutôt que d'utiliser des techniques comme ce que nous offre WCF. Dernièrement, quand ils ont vu qu'ils pouvaient aussi adresser les besoins que ça tentait de satisfaire Google Web Toolkit, si on le rappelle, c'était quoi ce besoin-là? C'était, au lieu de programmer en JavaScript, parce que les gens aiment pas programmer en JavaScript, les gens de Google ont dit, on va vous donner la capacité de programmer tout en Java et on va nous faire le reciblage vers JavaScript. Les gens de Microsoft se sont dit, on peut vous offrir la même chose, mais au lieu de programmer en Java, programme en C#, parce que on sait que la compétition est assez féroce entre les deux compagnies. Et d'où la mise au jour, ou en tout cas la publication du projet Volta, qui jusqu'à tout récemment était quand même gardé assez secret par Microsoft. Oui. Parce qu'ils ont eu quand t'es la compétition, ça te force des fois à afficher un peu plus tes couleurs. Mais faut comprendre que c'est pour ça que moi c'est intéressant de signifier que ce projet-là fait partie du projet Tesla qui a une autre vision, la vision multiprocesseur. La vision est un peu différente, est plus vaste un peu que la vision juste d'écrire du code dans un langage. Éric, ces projets-là viennent de qui chez Microsoft? C'est l'équipe de Live Lab en fait qui est à la base de ça derrière là. Il y a, il me semble si je me rappelle bien, c'est Brian Becker qui travaille dans cette équipe-là, qui est un docteur il y a un astrophysicien, il me semble, lui, si je me rappelle bien. Il a travaillé pour la NASA, il a travaillé, c'est un gars qui est très fort côté programmation fonctionnelle aussi, et puis ce qui est intéressant, c'est que cette même équipe-là qui maintenant cherche à résoudre le problème non simple, mais quand même qui va être très important dans le futur de distribuer nos traitements sur plusieurs processeurs. C'est la même équipe qui, à l'origine, a travaillé sur le problème qui a amené la technologie Link. C'est les mêmes Éric Meyer et compagnie qui ont créé les extensions pour réussir qu'on avait besoin dans C# 2.0 pour réussir à bâtir ce qui est devenu C# 3.0 et 3.5 et qui a amené Link. Aujourd'hui, on l'utilise, puis on se pose pas trop de questions, toute la magie qui est en dessous. Cette même équipe-là maintenant résoudre comment on pourrait vous donner des extensions dans le langage, peut-être avec des custom attributes comme ils font dans Volta, pour que vous puissiez distribuer vos traitements sur plusieurs processeurs. On va arriver là un jour. Oui, un jour, parce que si on se souvient de tout ce qui a précédé Link, ça a pris des années là, avant que Microsoft puisse offrir un produit fini. Là, on se souvient de Object Spaces, c'était en 2001, quelque chose comme PDC ça. 2002. De 2000, en tout cas. Ouais, ça a pris plusieurs années, là. Microsoft a fait des essais, a tout canné, a ressorti quelque chose de nouveau. Volta, c'est le résultat d'à peu près 15 ans de recherche dans ce domaine-là, en fait, parce que les gens qui travaillent là-dessus, là, Éric Meyer puis Brian Becker, c'est des gens qui, ça fait plus de 15 ans, qui travaillent sur ces problématiques-là d'applications distribuées. C'est pas d'hier, même c'est plus marqué aujourd'hui par les multiprocesseurs et tout ça, mais les problèmes étaient là depuis longtemps. Eux sont heureux qu'il arrive la prolifération des multiprocesseurs parce qu'ils ont beaucoup de fonds. Microsoft est prêt à leur donner beaucoup d'argent pour qu'ils continuent à faire de la recherche parce que Microsoft a hâte de pouvoir annoncer des vrais produits. Mais probablement qu'on n'aurait pas entendu parler de Volta. Moi, en tout cas, je reste sur ma position. S'il n'y aurait pas eu l'annonce de Google Web Toolkit quelques mois avant ou quelques semaines avant, même je pense par Google, ça l'a juste forcé Microsoft à nous montrer un peu cette technologie-là parce que eux voulaient montrer que t'es pas obligé forcément de faire le son en Java, tu peux continuer à faire ça en C#. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'aujourd'hui Volta, je pense pas qu'ils supportent VB. Oui, en fait, bizarrement même à l'interne, eux développent principalement leurs applications en VB. Sauf que ce qui expose actuellement, c'est que le problème de VB, ils ont sorti le CTP pour C# parce que la version VB est pas tout à fait mature parce que l'implémentation du CLR de VB est un peu plus imposante que celle de C# pour différentes raisons. Donc, ils n'ont pas sorti pour VB publiquement, mais à l'interne, la plupart de leurs exemples sont faits en VB. Mais aujourd'hui, si tu prends ce que Volta, on va le chercher sur le site, on va mettre le lien sur notre page. Ils s'attendent à ce que tu programmes en C#. Ouais, pour l'instant, c'est du C#, mais ça fait pas vraiment de différence. C'est sûr que les exemples qu'on a publiquement sont C#, mais en fait, Volta travaille sur le IL. Donc, c'est juste une question de développer toute la partie en amont là, pour que l'expérience usagée soit bien faite en VB. Ou si actuellement, je pense qu'ils ont juste pas pensé à faire ça pour que ça soit élégant, si on veut.
On parle de ces produits-là, mais c'est encore de la technologie qui est en bêta, là. Même si c'est même pas du bêta, c'est uniquement un CTP, c'est juste un preview de ce que pourrait devenir la programmation distribuée dans le futur, là. De la façon dont je vois ça, je pense pas que c'est quelque chose qui va être mature avant 2 ans minimum, là, de ce que je vois, là. C'est une technologie qui est intéressante, les concepts sont le fun, mais c'est pas prêt pour maintenant. Pourquoi tu t'intéresses à ça? En fait, je suis tombé là-dessus par hasard, finalement, en browsant comme tout le monde, des blogs puis tout ça, j'ai tombé là-dessus. Je trouvais la technologie super intéressante, super stimulante. Ça m'a excité beaucoup de voir que comment on pouvait pousser à l'extrême en fait les notions justement de programmation fonctionnelle, parce que avec Link, je commence à m'intéresser un petit peu à ça. Puis justement, d'ailleurs, Brian Becker, j'ai écouté un de ses blogs qui parlait de comment la programmation fonctionnelle commence à rejoindre le monde de la programmation comme on est habitué. Donc le monde top-down, bottom-up qui commence à se joindre entre autres avec F# et tout ça. Donc je trouve ça intéressant, cette approche-là. Puis, juste une application, par exemple, qu'ils ont fait dans Volta, c'est pour faire des appels de méthode asynchrone. Un petit exemple comme ça, c'est la facilité à laquelle c'est fait dans Volta, ça s'en est déconcertant. Tu développes ta méthode normale, synchrone, standard. Quand tu arrives pour faire la méthode asynchrone, tout ce que tu as besoin de définir, Volta puisse l'interpréter comme il faut, c'est une nouvelle signature avec un nouveau mot-clé qui s'appelle externe, si je me rappelle bien, et un attribut qui est async. Mm-hmm. Cette méthode-là, naturellement, un custom attribut qui s'appelle async. On rajoute l'attribut async, on met la même signature que la méthode, sauf qu'on met externe devant. On change le retour de la fonction pour qu'il retourne void. Mm-hmm. Et puis, le retour de la fonction est pris par une expression de type func. C'est une action, une classe action générique qui prend comme paramètre le retour de ta fonction. Puis à l'appel, tout ce qui change, c'est qu'au lieu de récupérer le résultat de la fonction, on fait juste passer une expression lambda qui va faire quelque chose avec le résultat. Ça me fait penser à des nouveautés qui vont être incluses dans les langages .NET à un certain moment donné. Donc, c'est de la recherche qui est faite, puis bon, là, c'est dans le cadre d'un projet précis, là, Volta, mais des fois, ce qu'on devrait retrouver, là, ou peut-être qu'on va retrouver ces avant-là, un moment donné dans les langages. Ouais. Mais le gros avantage de cette technique-là avec Volta, c'est on a fini de se casser la tête avec est-ce que le retour doit être est-ce qu'on doit utiliser Invoke pour aller mettre à jour le UI sur le retour de cette fonction-là? Volta prend en charge toute cette notion-là. Donc, du point de vue de l'appelant, quand tu appelles ta méthode asynchrone, tu peux carrément dire text1.text égale la valeur de retour, et puis ça va fonctionner, il n'y aura pas de problème de cross-threading. Volta prend en charge déjà le Invoke required et tout ça, donc c'est ça le but, ils veulent que toi, tu continues à programmer comme tu serais sur un seul processeur. Puis même plus que ça, comme c'était sur un seul thread, même si tu fais des appels asynchrones. Puis là, tu vas pouvoir distribuer ça sur 64 processeurs, avoir toute la synchrone parce que les processeurs, il y en a qui vont être, en tout cas, si on commence à voir tout synchroniser ça, on va perdre un coût de performance astronomique. C'est ça. Donc, faut que tout roule asynchrone, mais on va tout nous cacher ça, on va nous dire, comme tu faisais à la bonne vieille école, un thread, un processeur, et nous, on te refait le reciblage sur les machines. Le refactoring. En fait, le code va être reconverti en un mode asynchrone avec tout ce que ça implique de vérifier si on est dans le thread d'invocation principale, etc. Et tout le... Puis moi, je veux ramener sur un propos que tu as parlé. Tu as dit, il y a des liens avec le langage F#. Donc, un nouveau langage que Microsoft a annoncé dernièrement qui est un langage fonctionnel, fondamental pour tout ce qui va être justement le traitement en paralléliste sur plusieurs processeurs, parce que un des grands attributs que les langages fonctionnels ont, c'est que quand tu déclares une variable, elle est immuable, c'est-à-dire que tu ne peux plus changer le contenu de sa valeur. Donc, tu es toujours obligé de recréer des nouvelles variables pour faire évoluer l'état finalement Mais en fait, à la base, la programmation fonctionnelle, il n'y a rien de variable. C'est ça, il n'y a pas de tout est des fonctions. Tout est une constante de quelque chose qui était une constante à l'origine. Mais la grande puissance de ça, vu que tu n'as pas le concept de variable comme on connaît nous autres, genre x égale x plus 1, ou c'est-à-dire que le contenu de x peut être modifié en cours de roulement, puisque rien ne peut changer, tu peux à ce moment-là distribuer sur des processeurs, sur plusieurs processeurs, sans avoir les fameux effets de barre que tu aurais si tu serais en programmation classique comme on fait en C# avec, justement, vous donner l'exemple de x égale x plus 1.
Ça, c'est fondamental. Puis moi, j'ai peut-être même un appel à lancer à nos auditeurs. Si on a un auditeur qui s'y connaît en programmation fonctionnelle, puis que ça lui intéresserait de faire une émission sur F#, moi, je lui ouvre les portes parce que je pense que c'est important qu'on puisse vulgariser ça pour nos auditeurs parce que c'est une des avenues du futur qui est non négligeable. Faut que nos auditeurs maîtrisent ça. On va tout avoir à y passer parce que ça s'en vient devant nous dans les 3-4 années d'ici. Et c'est déjà parmi nous si on regarde comment Link fonctionne. Je veux dire, c'est Tout déjà à fait. là. Link, à la base, c'est un langage fonctionnel, mais caché derrière des nouvelles syntaxes d'écriture de Puis si on s'intéresse à comprendre ce qu'il y a en arrière de Link, c'est-à-dire qu'on peut utiliser Link tel quel comme Ouais. étant un langage de query, from, x, select, puis pas trop se poser de questions comment ça marche en arrière, mais si on est le moindrement curieux puis qu'on veut maîtriser un peu ce qu'il y a en arrière, puis on sait que si on maîtrise pas le pourquoi des choses, souvent c'est ce que la différence entre ceux qui vont être capables de débugger puis ceux qui vont juste subir la plateforme. Mais si on veut la maîtriser, il faut qu'on soit capable de comprendre ces concepts. Faire évoluer aussi, parce qu'avec Link, l'intérêt aussi, c'est quand tu comprends que toutes les keywords de Link, en fait, c'est des fonctions derrière. Ça te permet de toi-même définir tes propres fonctions spéciales qui pourraient faire des choses en dehors de ce que Link fait déjà, là. Avant d'entrer en ondes, tu me glissais un mot sur une expérience que tu vis dernièrement avec Link, sur le fait que de la même façon qu'on sait qu'il faut optimiser nos requêtes SQL quand on travaille dans le SQL, que ça peut être dangereux aussi quand tu fais des requêtes Link, dépendant comment tu énonces ton énoncé. Chaque fonction sont juste gardées en mémoire, puis quand tu fais l'appel dernier, c'est là qu'il lance tes fonctions. Tu peux avoir des hits de performance aussi, peut-être pour les auditeurs, peut-être rappeler ce que tu disais. Tout à fait. Moi, en fait, c'était une requête, en fait, dans laquelle, à un moment donné, j'avais besoin d'aller chercher le résultat d'une autre requête. Puis bon, je me suis pas cassé la tête au début. J'ai dit, bon, ben, cette valeur-là doit être la valeur de la dernière colonne, en fait, de ma requête, devait être le résultat d'un autre select qui dépendait du premier. Donc, j'ai fait un autre select imbriqué dans un select, comme on a déjà fait ça. Tu travaillais avec quoi? 60, 70 000 lignes? 65 000 lignes, en fait, mais c'était un sample parce que ça, c'est un petit fichier. J'avais un fichier de traité qui était de l'ordre de, en fait, 35 meg, le fichier que je devais traiter finalement, mais le premier fichier que j'avais, il y avait juste quelques cas, en fait, mais c'était quand même 65 000 lignes que j'avais à traiter. Puis, mon premier jet qui donnait le résultat que je voulais, roulait en 21 secondes environ. Ce qui est très lent, mais je me dis, bon, je sais que je peux faire mieux que ça. Bon, je dis, à combien mieux, je sais pas. En refactorant ma requête, en utilisant un peu le principe qu'on c'est pas vraiment ça le terme, mais tu sais, en SQL, on va faire des fois des tables temporaires, puis on va faire des joins sur des tables temporaires dans une store proc, puis tout ça. Je dis, bon, mais je vais penser à ce concept-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai sorti la requête qui était imbriquée dans l'autre. J'en ai fait une requête externe. Je l'ai affectée à une variable qui était maintenant devenue une nouvelle fonction, en fait, si on regarde en termes fonctionnels. Puis j'ai inclus cette variable-là, puis j'ai été chercher le résultat de cette variable-là. Ça semble pas être bien différent parce qu'en fait, ce que j'ai fait la même chose, mais au lieu de faire un select imbriqué, j'ai fait un join parce que Link offre la possibilité de faire des joins. Donc, je faisais un join vers une autre requête. En faisant ça, je suis tombé à 0.21 secondes d'exécution. Wow. Donc, c'est de l'ordre de deux ordres de grandeur, en fait. C'est donc 100 fois plus rapide. Ça veut dire que Link va amener une autre problématique, c'est que les programmeurs qui vont nous faire des requêtes Link non optimisées du tout. Ben en fait, c'est un petit peu le même principe avec le Transact SQL. C'est-à-dire que il y a une courbe d'apprentissage, puis Link étant une nouvelle technologie, il n'y a pas nécessairement de best practice qui ont été publiées encore. Donc là, on risque d'avoir les problématiques Sauf que la complexité de Link vient au moment du débogage parce que, comme Mario disait, tout ce que tu fais quand tu déclares des requêtes Link, tu déclares en fait des fonctions qui sont une dans l'autre, mais c'est uniquement des fonctions qui ont actuellement rien fait. La première fois où la fonction fait vraiment quelque chose, c'est la première fois où tu accèdes à la première donnée du résultat de ta fonction. Mais là, c'est là que le debugging embarque parce que là, t'es déjà passé là. Donc, si physiquement dans ton code, tu peux être 25 lignes plus loin dans ton code. La déclaration des fonctions Link qui est passée, t'as l'impression que ta requête est roulée, tout est beau, mais non, c'est quand tu commences à l'exécuter, puis c'est là que tu t'aperçois que là t'as des problèmes de performance. Donc, la première fois où est-ce que tu vas voir assigner de ça dans une variable, ça peut être très loin ailleurs dans ton dans code. un for each ou juste uniquement comme la première fois où j'accédais moi à ma requête, c'est quand je faisais un count parce que j'avais besoin de savoir le nombre de lignes que ça me retournait. Donc, en faisant le count, la requête était déclenchée, mais la cascade de requêtes, je devrais dire, parce que c'est là que tous l'imbriquage des requêtes, j'ai comme en fait 3 requêtes dans mon cas, qui s'imbriquaient une dans l'autre, puis ça roulait. Mais d'où l'importance de bien comprendre qu'on est en train de faire de la programmation fonctionnelle. Tu sais, si on comprend pas toute cette mécanique en dessous de là,
on peut difficilement être en mesure d'optimiser nos choses puis de voir tous les effets de barre qu'on peut créer. Tout ce qu'on fait, c'est constater que c'est lent, ça prend 21 secondes, mais il nous manque peut-être l'ingéniosité pour dire comment je pourrais retrafiquer ma requête pour l'optimiser. Puis c'est ce qui va tout à l'heure différencier les programmeurs seniors du programmeur junior. Mais pas juste ça, il y a des gens des fois qui vont dire c'est lent, c'est pas bon. C'est pas bon, Link. Ouais. Un peu comme, tu sais, il fut un temps où des gens ont dit, SQL, c'est bon, rien cette affaire-là. Et bon, c'est loin derrière nous, mais on a tous connu le bashing. Tu sais, aujourd'hui, on est encore sur la fin de la vague du bashing contre Vista, mais je suis sûr que dans 5 ans d'ici, il y a peut-être du monde qui va dire Vista, c'est un des systèmes d'exploitation les plus stables et tout, parce que dans 5 ans, on s'entend qu'on va avoir les processeurs pour rouler ce type de système d'exploitation. On va avoir un nouveau système d'exploitation de Windows. Contre qui les gens vont bâcher. Mais tout ça pour dire que ce n'est toujours que, tu sais, on n'apprend pas de nos erreurs passées, on refait toujours les mêmes cycles. Parce qu'aujourd'hui, le monde parle de XP comme étant Moi, je me souviens que quand XP a sorti, il y avait de la critique. Parce qu'à l'époque, les ordinateurs étaient pas assez puissants pour rouler XP. Eh boy, on est rendu loin de Volta, là. Non, mais en tout cas, il y a quand même des similitudes. Écoute, Eric, en parlant de Volta, je m'aperçois que ce projet-là contient un peu le futur, pas le futur complet, mais une partie du futur du développement qu'on va faire plus tard ou de la façon qu'on va le faire. Oui, ben en fait, c'était un des commentaires, j'ai donné la présentation sur Volta à l'interne chez CGI, puis les commentaires que les gens me disaient, ils disent OK, c'est peut-être pas applicable maintenant, mais ça me donne beaucoup d'idées sur vers quoi ça s'en va. Puis même, il y a des concepts Volta, carrément, qui peuvent être appliqués maintenant, juste par conceptualisation. Le concept Volta comme tel peut être appliqué à différentes façons. Donc, parce que j'avais donné une démo avec ça aussi, puis la démo démontrait que on pouvait aller vers ça sans avoir Volta. Donc, c'est intéressant. C'est une belle fenêtre vers le futur, je pense. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui nous disent vous savez, vous sur Talk Show, vous parlez souvent de technologies à venir, ou en tout cas de choses qui nous semblent pas matérielles que je peux utiliser demain matin. C'est sûr que prochainement, on va faire une émission sur comment migrer son code VB6 vers VB.net. Donc très hands-on, très réel pour beaucoup de gens. Mais moi, je continue à croire que même si on prend la peine de parler de Volta, il y a un petit quelque chose que les gens peuvent en tirer pour appliquer dans leur vision de comment ils bâtissent leur architecture. Donc, c'est quand même pas négligeable. C'est pas pour rien que je pense avoir la peine de quand même faire une émission Volta aujourd'hui, en 2008, même si on sait que les vraies implémentations de ça vont peut-être arriver avec en 2010, 2011, en tout cas avec les prochaines versions de Visual Studio, ça c'est certain. Oui. J'aimerais parler d'une petite chose que moi j'ai regardé un peu, puis vous pouvez tout aller les voir aussi les démos qu'il y a sur le site de Volta de Live Labs. Mm-hmm. Puis je suis resté un peu comme estomaqué quand j'ai compris comment c'était fait. Il y a un des démos qui est fait là-dessus sur le site. C'est en fait une espèce de petite animation 3D faite en DHTML. Puis au début, j'ai dit c'est beau parce que la démo est assez simple. Là, c'est à peu près une dizaine de triangles de tétraèdres, en fait, je devrais dire, qui tournent dans l'espace puis qui orbitent un autour de l'autre. J'ai dit OK, regarde, on a déjà vu ça, des démos 3D puis tout ça avec des librairies graphiques et tout ça. Jusqu'à temps que j'écoute un podcast qui explique comment ça avait été fait. Puis là, j'espère juste pas perdre perspective. Le concept est assez flyé que j'ai dit ça n'a pas de sens. Les développeurs, en fait, les gens de Volta ont pris une librairie qui est disponible sur Internet. Là, je me rappelle plus l'adresse, mais c'est un gars qui a développé ça. Puis une librairie pour dessiner des tétraèdres. Pour dessiner des triangles dans une application web, en fait. Parce que le principe de faire du 3D est très simple. Dès que tu es capable de dessiner un triangle, tu es capable de faire du 3D si tu as assez de formules mathématiques pour transformer ton objet en forme de triangle. Okay. Mais là, le problème venait du fait que en DHTML, en fait, là, on n'a pas d'engin graphique autre que dessiner des fenêtres ou des... Bon. Ouais. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, on peut dessiner un triangle. Donc, comment on peut dessiner un triangle en DHTML? La seule façon qu'ils ont découvert, c'est de dessiner une boîte avec une bordure assez épaisse, puis ça donne une espèce d'effet de relief. Donc, on a les côtés en surélevé, donc de couleurs différentes, et puis tout ça qui fait comme une espèce de gros bouton épais. Là. Je sais pas si vous voyez l'image un peu. Mais ça, c'est pas un triangle, une boîte comme ça. Non. Sauf que si on prend cette boîte-là, puis on la réduit au minimum, donc à 0 pixels de haut, 0 pixels de large, on se ramasse avec juste un coin qui est comme en relief. Donc, le coin en relief va être représenté comme deux triangles de couleurs différentes. OK. On suit la logique. Oui. Donc, en faisant ça, ce qu'on peut faire après, c'est qu'on met la bordure supérieure transparente. Ce qui nous reste, c'est un triangle rectangle qui représente juste une des parties d'un coin d'une bordure. Donc là, on a un triangle rectangle. Donc, on a l'unité de base pour faire des triangles plus grands parce que...
Pas tout à fait, parce que on a un triangle rectangle, mais qu'est-ce qu'on va faire? Si on va faire un triangle quelconque, donc un triangle avec différentes formes. Donc là, c'est là que vient le calcul mathématique de prendre, parce que tous les triangles quelconques peuvent se découper en une multitude de triangles rectangles. Mhm. Donc c'est là que la librairie vient en jeu, elle est capable de prendre un triangle dont tu lui donnes les coordonnées dans l'espace, puis elle est capable de découper ce triangle-là en pas une infinité parce que c'est ce que ça prendrait pour avoir une pointe parfaite, mais jusqu'à une certaine résolution, on s'entend que c'est assez bon. Donc, on prend un triangle quelconque, on le divise en multiples rectangles, on est capable de faire un triangle quelconque dans un espace. Donc, on est capable de faire avec ça du 3D. OK. La beauté de Volta, c'est justement que ça l'amène, ils ont développé cette librairie-là, ils l'ont intégrée dans Volta. Puis c'est possible, dans Volta, dans une application .NET, de dessiner une forme 3D. Ils ont même un exemple de le fameux teapot, puis tout ça. Juste avec une agglomération de triangles, et puis de faire un rendu de ça à travers une page web en DHTML. Donc ça, c'est vraiment un tour de force. Puis du côté DHTML, c'est vraiment, si on regarde le code, c'est du JavaScript qui gère du DHTML, qui fait ça doit cruncher dans ton navigateur doit travailler. C'est surprenant. La performance est assez lente, on s'entend. C'est pas, on peut pas faire un jeu avec un haut framerate là-dessus, mais quand même l'idée de faire du 3D dans une application web sans avoir aucun autre add-on, aucun plugin ActiveX, aucun rien. On parle de juste un browser natif, puis ça marche IA et Firefox. Quand tu comprends cet exemple-là, si vous allez voir sur le site de Volta, vous allez voir que c'est là. Puis même l'exemple parle de lui-même, c'est assez impressionnant de voir ça. Donc c'est une des applications que Volta peut abstraire quand on parle de développer dans un seul langage, donc du .NET, puis juste en ajoutant des couches derrière de recompilation et tout ça, être capable de produire un résultat sur n'importe quelle plateforme en fait. Donc l'abstraction vient de ça. Là. C'est assez intéressant de voir ça aller. Wow. Juste pour le bénéfice de nos auditeurs. Donc, quand on programme avec on va chercher tout le SDK de Volta qui marche finalement avec 2005, Visual Studio 2005 2008. ou 2008. 2008. OK, parfait. Donc, t'installes ça. Puis là, maintenant, ça donne des nouveaux projets dans ta boîte de choses. Ouais. Donc, tu fais un projet Volta. Tu as dit qu'il y avait 4 sortes de projets? Ouais, 4 sortes de projets. En fait, un projet WinForm, un projet web, et un projet Class Library et un projet Control. Okay. Donc, laquelle tu peux faire les Donc, quand tu contrôles. choisis un projet WinForm, tu fais déjà le choix que ça va être Windows, que ça sera pas redéployable en web. Oui, exactement. Parce que je sais pas si ça va changer dans le futur, mais actuellement, il y a comme deux types d'attributs qu'on peut mettre dans une classe pour dire qu'on veut distribuer son contenu sur plusieurs tiers. Dans une application web, étant donné que le seul autre tiers disponible, autre que le browser lui-même, c'est le serveur, donc l'attribut s'appelle run at origin. Donc, lui te permet de juste dire que cette classe-là va rouler sur le serveur duquel vient ta page web. OK. Dans une application WinForm, on a un peu plus de liberté, ça pourrait être n'importe où. Donc, ils ont fait un tag qui s'appelle un attribut qui s'appelle runat. Donc, ils passent un paramètre de type string qui donne le nom d'un tiers, en fait. Par défaut, l'implémentation qu'ils en ont fait, ça roule at server 1, je pense, quelque chose comme ça. Puis derrière, par fichier de configuration, tu es capable de dire où est le serveur 1 physiquement, donc tu as son URL et tout. Là. Donc, tu pourrais physiquement séparer ça sur plusieurs tiers. Le projet WinForm est probablement le projet de recherche qui, à l'origine, visait à faire du déploiement multi-thread sur plusieurs processeurs en parallèle. Et le projet web est juste la réponse, la morphication. Je sais pas si ça se dit ce que je suis en train de dire. Morpher. Donc, la modification de ce projet-là pour être capable de faire l'équivalent de ce que faisait Google Web Toolkit. Probablement, oui. Moi, j'ai une question parce qu'on parle d'exemple web. Est-ce que il y a un lien quelconque avec Silverlight? On s'entend, c'est un projet de recherche, donc c'est probablement pas pour remplacer Silverlight. Tout à fait. Silverlight, en fait, est identifié par Volta comme étant juste un autre target à l'implémentation qu'ils en ont fait. Bon, c'est sûr que dans une application web, tout ce qu'on a en ce moment, c'est du JavaScript dans un browser avec du DHTML et tout ça. Silverlight amène une couche .NET du côté du client. Donc, c'est la force de Volta. Volta peut recompiler du YEL à du YEL. Donc, il pourrait recompiler du YEL serveur à du YEL Silverlight sans problème. Donc, eux, ils pourraient facilement, dans des versions intérieures, nous montrer un même exemple de code que tu déploies en JavaScript ou que tu déploies en Light. Et t'as à peu près... On pourrait avoir, entre autres, ça pourrait être un bon exemple pour montrer comment un Silverlight est beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant du côté client que peut être du JavaScript. En fait, techniquement, si tu as déjà défini ton application comme étant une application web, puis tu roules sur un browser qui a seulement JavaScript, donc il n'y a pas Silverlight, il va rouler en JavaScript. À partir du moment où le framework Volta
implémente tous les contrôles puis toutes les facilités Silverlight. Tout ce que tu as à faire du côté client, tu installes Silverlight, puis sans changer l'application, Volta est capable de targeter ou de recibler ton application sur un client Silverlight sans avoir changé le code que tu as écrit. En fait, l'application va être fonctionner nativement comme ça. Mais pas aujourd'hui avec le... Pas aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. Ça serait... Mais le principe fait que sans avoir à changer une ligne de code de ton serveur actuel, de ton code de serveur, tu vas être capable de bénéficier d'une application Silverlight. Puis, qui sait, peut-être qu'à un moment donné, il y en a un qui va décider, parce que le problème, ça va être un peu ouvert, comme ça fait me faire les choses, c'est ouvrir ça comme un framework utilisable. Peut-être que quelqu'un va utiliser ça pour faire un target Flash ou un target... en fait, tu pourrais même avoir des targets sur des Windows Mobile, Pocket PC et iPhone et tout le kit. Là. Donc, le client peut être différent, mais il s'agit juste d'avoir une implémentation. Par rapport à ça, justement, la façon dont l'équipe Volta ont implémenté ce principe-là de pouvoir, comme on dit, changer l'implémentation d'une méthode. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Tu écris une méthode en .NET, puis selon la plateforme, Volta va décider quelle implémentation de cette méthode-là va s'exécuter. Donc, c'est juste une transformation. C'est pas une transformation pure et dure, parce que, regarde, on s'entend là, on peut pas tout de façon automatique, on peut pas transformer tout le code écrit en .NET en du code Java. Il y a pas de magie, là. La magie se fait dans le framework, mais c'est juste parce qu'il est caché, ok. La façon qu'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont développé une espèce de principe qu'ils appellent une augmentation d'assembly. Une augmentation d'assembly. C'est pas de l'héritage, c'est pas du polymorphisme, c'est vraiment de l'augmentation. Puis c'est que ils sont capables, mettons, tu as une assembly qui a une méthode X, par exemple une méthode, on va dire une méthode qui ajoute, add. S'il y a une façon de le faire en .NET, il faut trouver une façon de la faire dans un autre langage. Donc, on a juste à linker un assembly Volta qui contient une nouvelle implémentation de cette même méthode-là, puis par augmentation, l'assembly va venir écraser l'implémentation de la méthode juste dans le contexte de l'exécution JavaScript. Donc, en rajoutant des assemblies, c'est pour ça que le framework est quand même extensible, il est ouvert. Quelqu'un pourrait dire, moi, je veux créer une DLL d'augmentation pour Flash. Donc, je peux juste à trouver une façon d'implémenter toutes les méthodes .NET dans du Flash, toute le class library .NET en Flash, puis je peux faire du Volta en Flash. Donc, c'est juste une façon qu'ils ont trouvé de juxtaposer deux assemblies. Puis, toutes les méthodes qui seront pas réécrites à l'assembly vont être utilisées dans l'assembly d'origine. Sauf que si tu veux réécrire une méthode, tu l'écris dans le nouvel assembly, puis par augmentation, il est capable de choisir la bonne implémentation de la bonne méthode. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait le framework. On a vu apparaître avec toute la recherche pour Link, Microsoft ont étendu le langage C# avec les fameuses la plateforme .NET avec les extension méthodes. Ouais. Là, c'est des extensions assembly qu'on pourrait dire. C'est un peu plus général. Là. C'est plus lié à ton reciblage. Donc, c'est quelque chose que les programmeurs, eux, ne verront peut-être pas quand ils sont en train de programmer parce que le paradigme, c'est tu programmes comme si tu serais sur un seul poste, une seule machine, mais on va pouvoir en tirer parti pour être capable de distribuer sur plusieurs processeurs. Ouais. Puis le code de ça est quand même ouvert. Dans le fond, actuellement, si quelqu'un décide de développer une méthode en .NET qui fait pas partie des méthodes du framework, ils ont déjà par attribut, on peut définir l'implémentation Java inline par un attribut, on rajoute l'implémentation JavaScript de la méthode .NET. Donc on peut appeler une méthode donc c'est déjà là, le principe est faisable aujourd'hui. Écoute, Eric, fort intéressant. Hey, si tu regardais dans la petite boule de cristal, puis tu voyais, mettons, Volta dans le futur, d'ici 1, 2 ou 3 ans, il va certainement avoir d'autres implémentations là, de ce CTP ou de cette version alpha. Qu'est-ce que tu verrais qui serait intéressant à intégrer là-dedans? Ben, c'est sûr, Silverlight, ça s'en vient. Je pense que ça, il travaille déjà. Mais ce que j'ai aimé, moi, c'est quand il parlait que le target a plus d'importance. Donc, on parle de SQL, on parle de même sur d'autres plateformes, sur des plateformes mobiles. Des fois, tu es limité par les frameworks mobiles. Donc là, tu n'as plus besoin de cette limitation-là. Le framework Volta va réduire ou va plutôt utiliser les facilités de la plateforme sur laquelle il s'exécute en fonction de la plateforme elle-même. Donc ça, je trouve que c'est on peut peut-être voir Volta se scinder en deux. Un qui va cibler plus justement la problématique de recibler des plateformes mobiles, ces choses-là, et un cas qui va peut-être rester pour ce qui est la problématique de base, qui est du projet Tesla, qui est être capable de permettre de cibler du parallélisme sur plusieurs processeurs. En fait, pour ceux qui suivent un petit peu
peu les technologies Microsoft, les technologies qui sont annoncées très en avance comme Volta. Souvent, on voit un pattern. Hein? On voit au départ ces nouvelles technologies-là qui sont annoncées. On a des CTP, les gens chez Microsoft sont très ouverts. Puis à un moment donné, pouf, il y a comme un silence là pendant un bout de temps. Ça veut dire là qu'ils sont en train de mûrir le produit, puis qu'ils sont en train de le développer pour être un produit final. Là, puis on va le retrouver éventuellement soit dans le framework ou il y a la période de latence où tout est secret. Puis à un moment donné, là, ils vont commencer à rentrer quelques bêtas des gens, des utilisateurs potentiels. Puis à un moment donné, là, ça devient plus. C'est sûr que ça va sûrement sortir en nouvelle version de Visual Studio éventuellement intégrée et tout là. Ça c'est sûr. Écoute, en terminant, Eric, est-ce que tu as un site web, un livre, quelque chose que tu aimerais recommander aux auditeurs? Oui, en fait, il y a deux choses. Dernièrement, je me suis intéressé à d'autres choses qui n'ont pas rapport à plus ou moins l'informatique, mais tout le monde connaît la console Wii. Et puis, je suis tombé dernièrement sur le site de Johnny Lee, ou Johnny, je ne me rappelle plus son pseudonyme, il y a un autre nom, mais c'est Johnny Lee, son nom. C'est un gars qui travaille dans une université ou étudie à l'université. Puis il est en train de développer plusieurs choses intéressantes, même en .NET. D'ailleurs, une librairie .NET pour interagir avec la manette de la Wii, la fameuse manette. Et puis la manette qui a un gyroscope. En fait, la manette a un gyroscope puis une caméra infrarouge et puis les boutons naturellement. Donc, avec ça, il a développé un petit outil que je me suis amusé à essayer, qui est un système de head tracking. Dans le fond, tu t'inverses le principe, c'est que tu mets la manette devant la télé puis tu le sensor bar infrarouge sur la tête, mettons sur une casquette, quelque chose comme ça. Puis juste en bougeant la tête, tu peux changer la perspective de vision. Donc, développer des jeux avec ça peut devenir assez intéressant, où tu as besoin d'éviter les coups plus que juste tirer. Donc là, t'as du head tracking pour pas cher, puis d'autres choses. Si vous allez voir, je vais mettre le lien sur votre site. Puis il y a des choses comme aussi comment faire un whiteboard, un whiteboard électronique pour pas cher, non plus juste avec une manette Wii puis un crayon infrarouge. Là. Parce qu'il faut dire que la manette Wii fonctionne avec Bluetooth. Ouais, la manette Wii se connecte avec le Bluetooth sur l'ordinateur, puis tout ce que la manette Wii est en fait, c'est une caméra infrarouge puis un accéléromètre 3 axes. Dans le fond, avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Je m'en suis servi d'ailleurs pour ma présentation comme pointeur laser. J'avais amené ma barre, ça me servait pour passer mes slides puis pour comme pointeur laser à la maison. Donc, je peux bouger la souris, je peux interagir avec. C'est plus qu'un pointeur laser, parce que je peux vraiment interagir avec l'environnement, déplacer des fenêtres puis tout ça. Donc, la librairie permet ça. Ça, c'est une des choses que j'ai vues. Puis, dernièrement aussi, par rapport à la programmation fonctionnelle et Link et tout ça, je suis tombé sur un gars qui a l'air d'être assez prolifique de ce temps-là sur C# Corner, qui s'appelle Matthew Cochran. Il écrit plusieurs articles dernièrement sur différents concepts de programmation fonctionnelle, comment même faire du parallélisme puis des choses comme ça. C'est assez intéressant. Donc, ça aussi, je vais vous envoyer le lien pour ça. Tu nous enverras ça, puis on va le mettre sur le lien. Sur la page. Oui, sur la page. Je déparle, excusez-moi. Donc, nous, on fait la pause et on revient avec les actualités. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies.net de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Guy, quelles sont les actualités qui ont retenu ton attention? J'ai pas grand-chose encore cette semaine. Disons que j'ai deux petites choses. La première, c'est que pour ceux qui utilisent la version Crystal Report 2008. Donc, pas la version basic qui était incluse avec Visual Studio 2008, mais la version complète, la version qu'on achète de Business Object. Lorsqu'ils ont lancé cette version-là, elle n'était pas compatible avec aucune version de Visual Studio, même pas la version 2005, même pas la version 2008. Maintenant, ils ont sorti un Service Pack qui est le Service Pack. C'est assez problématique. C'est un produit que tu ne pouvais pas vraiment utiliser à part pour t'en servir pour faire tes parts avec le reporter. Ah oui, exactement. Donc maintenant, ils ont sorti un Service Pack qui est le Service Pack 0. Donc, un petit peu bizarre. Ça donne un peu une indication sur le fait que ça aurait peut-être été dû dans le produit initial. Ça, c'est une autre histoire. Et cette version-là est maintenant compatible avec Visual Studio 2008. Donc, et si vous faites des rapports, par exemple, avec Crystal Report 2008 Basic, là, qui est inclus
dans Visual Studio 2008, vous pouvez les migrer là, à la version complète. J'ai un beau petit blog, blog entry là, que j'ai fait là-dessus là, qui vous démontre même que la version 2008 Basic là, de Crystal Report qui est incluse en Visual Studio, en fait, c'est pas la version 12 qui est la version Crystal Report complète là, 2008, c'est la version 10, en fait 10.5, le 10 avec des ajouts de la version 11. Alors, bravo à Business Objects. L'ajout qui a été mis dans les extensions 3.5 pour ASP.NET pour être capable d'implémenter le patron MVC. Oui, le MVC Framework, on en a parlé au dernier podcast avec Dominique Sévigny. Eh bien, le code source est maintenant disponible. Donc, sur le site de Codeplex, les gens de l'équipe chez Microsoft ont placé sur le site le code source. Donc, on peut y jeter un coup d'œil, voir un petit peu comment que ce framework-là est bâti. OK. Je pense que ça fait le tour des actualités. Absolument. J'ai eu VSM, donc le groupe utilisateur Visual Studio de Montréal. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines conférences? Alors, la prochaine assemblée, c'est le lundi 21 avril. C'est avec notre ami Benjamin Day, qui vient de Boston, aux États-Unis. Donc, il va faire le trajet spécialement pour venir nous voir. Et Benjamin va nous parler de Object Relational Mapper. Tout à fait. Surtout dans un monde Microsoft. Oui, en fait, il va nous parler de plusieurs produits, plusieurs ORM là, qu'on peut utiliser dans le monde de .NET. Faire des comparaisons entre eux autres. Mm-hmm. Ensuite, début mai, le 5 mai. Le 5 mai, on a notre ami Stephen Forte, qui est le Regional Director à New York. Hey, donc, c'est international, notre affaire. On a un conférencier de Boston et après de New York. Ben, c'est nord-américain. C'est nord-américain. OK. Ça serait plaisant d'avoir des conférenciers d'Europe. Mais les budgets seraient... En tout cas, on n'aurait pas peut-être le budget pour faire toutes les conférences dans l'année. Absolument. Donc, 5 mai, Forte qui va parler des databases patterns. Oui, c'est un sujet pas mal intéressant. Donc, pour ceux qui sont ferrés en base de données, tout ça, Steven va nous parler de patterns, de patrons qu'on peut retrouver au niveau des bases de données. On rappelle que très bientôt, le 8 avril, c'est le lancement de Visual Studio à Montréal. Le 7 avril, la journée avant, il y a une activité pour les plus sociales, là, pour les individus qui s'intéressent à... Oui, et ces deux événements-là sont complets présentement. Ah, je savais pas. Mm-hmm. Et le 5 avril, Ottawa qui lance leur premier Code Camp. Ben oui, nos amis à Ottawa font leur premier Code Camp. Donc, c'est le samedi 5 avril. 5 avril, c'est ça. Et c'est toute la journée. Je pense que Mario, tu vas faire une conférence là-bas. Tout à fait. Avec nos amis François et Eric. Oui, puis il y a quand même aussi en tout cas c'est assez gros, il y a 12 conférences. Oui, il y a à peu près une douzaine de conférences. Donc si vous êtes dans la région d'Ottawa, c'est gratuit comme toujours. C'est ça, c'est gratuit. Donc vous pouvez vous pointer là le samedi 5 avril. Si vous êtes de la région Montréal, ben c'est pas tellement loin, on parle à peu près 2h15, 2h30 là. 2h15 à peu près de route pour se rendre là-bas. Donc, on salue notre ami, ex-collègue ici à Montréal, Jean-René Roy, qui est maintenant bien impliqué dans la communauté .NET à Ottawa. Tout à fait. On rappelle que, justement, on parle de Jean-René, que début avril, il y a à Toronto le DevTeach. Oui, DevTeach. La deuxième semaine de mai. Mm-hmm. Et pour ceux qui sont dans la région de Québec, la première semaine de mai, le fameux Pattern and Practices Summit qui va avoir lieu à Québec cette année, où on va tous les deux être conférenciers. Absolument. Donc, écoutez, je pense que assez tergiversé. Il est temps de vous laisser aller pour que vous puissiez programmer. Essayez Volta un petit peu, ça vaut la peine. Tout à fait. Puis, j'essaie de sortir mes grands mots, grand vocabulaire, mais je suis pas capable de faire fi de mon accent prononcé québécois. Bon, on va tout simplement souhaiter bonne semaine. À la prochaine. Visual Studio Talk Show.